Du 4 au 18 juin dernier, nous avons accompagné les commandos parachutistes français à la frontière Mali-Niger dans la traque des djihadistes de l'État islamique dans le Grand Sahara. Nous avons parcouru avec eux plus de 700 km dans des pick-up Toyota camouflés. Autrefois, c'est l'État islamique qui, le premier, a eu l'idée d'utiliser ces véhicules particulièrement robustes pour mener ses campagnes victorieuses en Irak et en Syrie. L'an dernier, l'armée française a décidé de reprendre des véhicules similaires. But de cette tactique, augmenter la mobilité dans un environnement où elle est l'élément décisif pour l'emporter. Après plusieurs jours passés dans un désert impitoyable, par des températures avoisinant les 50 degrés, juchés à l'arrière des pick-up qui n'empruntent jamais les pistes pour ne pas avoir à se retrouver victimes de bombes artisanales, nous arrivons en vue d'un village. À ce moment, nous sommes dans la zone d'activité des djihadistes, leur sanctuaire. Nous voici à Zerma Daré, un village tenu par des membres de l'ethnie Zerma. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, les gens sont hostiles aux Peuls, ces nomades dont les troupeaux broutent les terres cultivées et qui provoquent les haines des sédentaires depuis des millénaires. Ces dernières années, les radicaux islamistes sont parvenus à radicaliser les Peuls, autrefois pacifistes, et à les attirer dans leur djihad, en leur promettant de reconquérir leurs terres. À Zerma Daré, un groupe armé terroriste est passé il y a quelques jours pour se ravitailler au marché. Depuis, le marché est interdit. Le chef du village décrit aux soldats ce qui s'est passé avec les djihadistes. Il n'a bien sûr rien à voir avec ces groupes. L'ambiance n'est pas franchement amicale. La fouille du village n'a rien donné. Nous repartons. Les partenaires nigériens qui nous accompagnent ont repéré des traces fraîches de motos. On les distingue très bien. Ça fait combien de traces? Ça fait 3 motos là, c'est ça? Ouais, 3. Comme il a plu la veille au soir, elles ont forcément été faites aujourd'hui. Ici, circuler en moto est interdit. Quand on pense qu'il y a quelques années encore, les touristes aimaient venir ici faire des safaris en moto. Aujourd'hui, il n'y a plus que les djihadistes qui les utilisent dans leur guerre. Soudain, un Nigérien a repéré de la fumée au loin. Ce sont les motos. On accélère. Au bout de quelques kilomètres de poursuite, les motos ont disparu. Elles sont parvenues à semer la colonne. On les cherche désormais à l'aide d'un drone qui survole la zone. C'est déjà le 5e jour de la mission. Les pluies ont été intenses cette nuit. Les écoutes au matin ont été repérées. Une opération se prépare. Glenn, le chef de l'équipe 20 des commandos, fait son briefing. Nous débarquons des véhicules sous une chaleur étouffante, difficile à supporter avec le gilet pare-balles et le casque. J'imagine ce que ça doit être pour ces soldats autour de moi qui portent un sac en plus et leur fusil mitrailleur. Ok, pour nous, pareil. Plusieurs cahutes avec des personnels à l'intérieur. Des individus ont été repérés près de tentes. À ce stade, on ignore qui ils sont, ni s'ils sont armés. En se rapprochant davantage, il apparaît qu'il n'y a plus dans le campement qu'un homme âgé avec 2 femmes et une dizaine d'enfants. Accroupi auprès d'un arbre, il tremble de peur. La fouille du campement commence. Des éléments de 2 téléphones portables ont été séparés et mis dans des sacs plastiques pour les dissimuler. Si l'on cherche précisément à cet endroit, c'est que hier soir, c'est d'ici que venaient les conversations suspectes. Ça glisse, hein. Dis-leur que pour la peine, on va tout fouiller. Tout. Une roquette a été repérée dans un buisson. Elle doit servir, c'est certain, à la confection d'un IED, une mine artisanale. Momo, l'artificier des commandos, se dirige vers l'endroit pour procéder à sa neutralisation. On commence à toucher un peu la munition. C'est le 6e jour de la mission.
À l'aube, les pick-up se sont disposés en un grand cercle pour recevoir le ravitaillement par un sling, c'est-à-dire un panier attaché à un hélicoptère Chinook. Ce sont les Britanniques de la Royal Air Force qui assurent le ravitaillement, principalement de l'eau. Chaque homme en boit 9 litres par jour, de l'essence et des rations. Pendant toute l'opération, un hélicoptère d'attaque Tigre surveille la zone. Les fortes pluies de la veille ont brusquement gonflé le cours des oueds et les ont transformés en sable mouvant. Résultat, à la moindre hésitation, à la plus petite perte de vitesse, c'est l'enlisement. Ce jour-là, nous allons passer des heures à désensabler les véhicules. Parmi nos véhicules, le moteur d'un VBL n'a pas tenu. Il doit être convoyé par hélicoptère du Niger au Mali. La chevauchée infernale repart sur les terres infinies d'un désert impitoyable. Nous arrivons bientôt en vue de Tongo Tongo. À cet endroit, en octobre 2017, 4 membres des forces spéciales américaines qui revenaient d'une patrouille de routine ont été pris dans une embuscade et abattus par une centaine de djihadistes. À notre arrivée à Tongo Tongo, nos partenaires nigériens refusent d'entrer dans le village. Ils ne veulent même pas traverser les sous-bois qui l'entourent. Nous y allons seuls. Immédiatement, nous envoyons un drone survoler le village. Dans d'autres endroits, il y a toujours des enfants pour nous souhaiter bonne arrivée. Pas ici. Le chef du village est méfiant. Nous évoquons l'embuscade des Américains. Il prétend que ce sont des éléments extérieurs qui n'ont fait ça que pour salir la réputation de Tongo Tongo. Nouveau ravitaillement. Cette fois, nous allons prendre place dans ce Chinook pour regagner la base de Gao au Mali. Pour nous, le reportage s'achève. Les soldats nous rejoindront un jour plus tard. La saison des pluies va commencer. Bientôt, il sera impossible de circuler dans ces régions, laissant les terroristes libres de leurs activités.